So, as we know, in the video game industry, there are, to put it kindly, not great working conditions at a lot of places. There is brutal crunch at a lot of video game studios. I would say that a lot of people believe that you can't make games without crunching, without putting in extra hours, without working nights and weekends. Crunch is very prevalent in the video game industry. Layoffs happening all the time. Last year we saw EA shut down Visceral. A couple months ago, Hangar 13 right here in the Bay Area got half of their staff got laid off. So this is just constantly happening. I think that video game workers, unlike, say, film workers, are not protected at all. They don't have any sort of leverage against the people who manage them and who can control their fates. In the film, they have unions. In the video game industry, they do not. And it's something that's been discussed a lot, this idea that workers should be uniting to bargain collectively and try to get some leverage in that fight. And I think now this topic has more momentum than it's ever had. There's a group called Game Workers Unite that's passing around pamphlets and buttons and zines, which is really cool to see. They had a Twitter account that leaped immediately. So this is something that is very real and is happening, and people are talking about it. Ces derniers mois, l'actualité dans l'industrie du jeu vidéo, elle a été plutôt mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. En janvier 2018, une affaire Quantic Dream apparaissait suite aux enquêtes conjointes du journal Le Monde, de Mediapart et de Canard PC. Elle révélait les errements dans le management de la boîte et l'ambiance pas des plus professionnelles qui régnait dans les bureaux. Puis en février, éclatait une grève chez Eugene System, chose assez rare dans l'industrie. Ensuite en mars, c'est Game Workers Unite aux États-Unis qui était fondé, seulement quelques mois après la création en France du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, ou STJV. Dans la foulée, le journaliste Jason Schreier publiait un livre enquête sur les conditions de travail dans de grands studios, du sang, des larmes et des pixels. Puis en septembre dernier, le studio Telltale Games, à l'origine de jeux comme l'adaptation de The Walking Dead, annonçait licencier la majorité de ses employés sans sommation. Et enfin, en octobre, ce sont les dirigeants du studio Rockstar Games qui annonçaient quelques jours avant la sortie de Red Dead Redemption 2 qu'une partie de leur équipe avait bossé près de 100 heures par semaine à certains moments du développement. Et tout ça, ça a fait tellement de bruit qu'on a même fini par parler conditions de travail au JT de France 2, c'est pour vous dire. Donc, comme vous pouvez voir, l'ambiance dans l'industrie, elle est plutôt tendue ces derniers temps. Ça réfléchit beaucoup aux quatre coins du globe pour voir comment on pourrait améliorer les choses. Et ça, c'est notamment parce que, tous ces problèmes soulevés en ce moment, en vérité, ça fait un moment qu'ils sont là, sous le tapis. Et la parole, elle commence à se libérer. Si on remonte un peu dans le temps, dans l'histoire du jeu vidéo, on peut trouver des indices de cette réalité, des moments où le ras-le-bol émergea d'un coup sur la place publique, comme en 1998 par exemple, où quelques employés d'Ubisoft lancèrent UbiFree, une sorte de syndicat virtuel pour protester contre les conditions de travail dans l'entreprise, et dont le résultat fut l'obtention des premières élections de délégués du personnel, ou encore en 2004 avec l'histoire des épouses d'Electronic Arts, une affaire qui rassemblait les femmes des développeurs chez EA qui se plaignaient des conditions de travail de leurs maris. Tout ça ne sont que des exemples très précis, mais cette accumulation d'affaires qui révèle à chaque fois des abus similaires, ça nous dévoile le jeu vidéo comme une industrie dysfonctionnelle, aux problématiques structurelles profondes. Dernièrement, c'est une enquête publiée sur Gamecult et écrite par le journaliste Nicolas Turcef qui racontait un peu tout ça. Alors, je suis allé à sa rencontre. Les conditions de travail dans le jeu vidéo sont relativement difficiles, toute proportion gardée. On n'est pas ouvrier à la chaîne, on n'est pas fraisier chez Renault ou je ne sais quoi. Mais il y a quand même une souffrance qui est plus de l'ordre de type de souffrance psychologique, du burn-out, des dépressions, ce genre de choses-là, qui est le fait de crises de management souvent, qui provoquent des heures supplémentaires, souvent pas payées et assez nombreuses. Ces heures supplémentaires que décrit ici Nicolas, c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le crunch, une forme d'institutionnalisation du surtravail avec des heures supplémentaires parfois même prévues à l'avance dans le planning de développement des jeux. C'est quelque chose de très récurrent qui prend souvent place avant chaque grosse étape d'un projet et qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Selon l'International Game Developer Association, près de 76% des employés dans l'industrie du jeu vidéo subissent le crunch régulièrement, 35% travaillant entre 65 et 80 heures par semaine, et près d'un tiers des travailleurs subissant le crunch ne verraient pas leurs heures supplémentaires rémunérées. Pendant mes recherches sur le sujet, j'ai pu rencontrer Noah Young, game designer chez Amplitude Studio et membre du STJV, le très jeune syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, pour qu'il nous en parle.
En fait, la culture du crunch, donc c'est, on va dire, un truc qui a dû émerger avec le début du jeu vidéo, où c'était pas mal cet esprit Startup Nation avant l'heure, où c'était des gens qui faisaient des petits trucs, ou même dans les grands studios, genre Activision, les développeurs ils étaient seuls sur leur jeu, codaient leurs trucs, du coup ils se donnaient à fond dessus. Et puis il y a toute cette culture, je pense, qui a existé à ce moment-là, et c'était souvent des gens qui avaient pas forcément de famille, qui sont encore jeunes. Du coup t'as le temps de te défoncer, de te mettre au boulot et de faire un truc que tu kiffes. Parce qu'en général il y a cet élément-là, c'est qu'on aime bien ce qu'on fait, on aime bien les produits finaux qu'on sort. Et du coup ça se traduit maintenant de nos jours où c'est quand même vachement plus industrie, beaucoup moins des potes dans des garages qui font des jeux, par soit du management qui impose un crunch institutionnel en fait, c'est-à-dire qui vont littéralement prévoir des périodes de surcharge de travail en heures supplémentaires. L'autre type de crunch qui est beaucoup plus insidieux, c'est celui qu'on s'impose à nous-mêmes en fait. C'est putain j'ai envie de faire ça bien, du coup je me donne, du coup j'y vais. Et je le fais. Donc ça c'est le truc où on s'impose nous-mêmes en fait des heures en plus, alors qu'on devrait dire bah non, j'ai fait mes heures, soit on me paye des heures supplémentaires et je bosse plus, soit extra. Mais moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple dans mon ancienne boîte, où je me donnais tellement à fond qu'il y a des jours où je finissais à 1h, 2h du matin et je revenais le lendemain à 9h, 8h bosser quoi. Le crunch, c'est donc quelque chose de très présent dans l'industrie, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les raisons de son existence. Certains pensent qu'il est nécessaire pour finir un jeu dans les temps, et d'autres imputent ça à des méthodes managériales plutôt douteuses. Je vais dire comme je dis souvent, c'est c'est fondamentalement dysfonctionnel en fait. Il y a une cascade de choses qui font qu'on voit des reports de jeux tout le temps, qu'on voit tout le temps des gens qui sont obligés de faire des heures supplémentaires, etc. Tout ça c'est créé par, d'une part il y a les problèmes de savoir-faire et d'expertise, mais aussi il y a un problème managérial qui est souvent une mauvaise planification en fait. Dans le secteur du jeu vidéo, il n'y a pas trop la culture de la bonne production, je dirais, de la production peut-être réaliste, qui a des ambitions, on va dire, saines en termes de planning. Parce que soit ce sont des gens qui sont pas forcément formés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à ces postes de producteurs et qui n'ont pas forcément le profil. Il y a peu de producteurs de très bonne qualité. Ces problèmes de production sont souvent évoqués quand on parle de crunch. Je pense par exemple à cette histoire un peu folle qui a tourné sur le développement de Red Dead Redemption 2. Il a été révélé que les créateurs du jeu ont décidé assez tard dans la fabrication du titre d'ajouter des bandes noires lors des scènes de dialogue. Le truc c'est que ces scènes avaient déjà été tournées sans les bandes noires. Les développeurs ont donc dû refaire la mise en scène de tous les très nombreux dialogues sans pour autant pouvoir décaler la date de sortie du jeu. Le résultat c'était des jours et des nuits d'heures supplémentaires pour finir dans les temps. Des problèmes de management qu'évoquent aussi Corentin et Alexis, deux membres fondateurs du STJV. C'est-à-dire que les jeux sont des développements qui sont quand même très complexes, donc forcément difficiles à estimer, et souvent en fait ils sortent à un moment qui correspond pas au moment où le jeu est vraiment fini. Enfin il y a toujours des bugs, et on peut toujours améliorer des choses, et en fait on pourrait le faire éternellement, donc du coup dans le planning on décide souvent d'un moment où on arrête le développement, et à ce moment-là on essaye de fixer tout ce qui est important sous la main. On est tout le temps à la bourre, les jeux ils sortent jamais à l'heure quoi, on est tout le temps à l'arrache, et du coup bah voilà c'est les heures sup etc. On a peur de pas finir dans les temps, on a peur de rendre un jeu pourri parce qu'on est quand même attaché à la qualité des jeux qu'on fait quoi. En fait c'est vivre avec la désorganisation générale qui est dure. Et parfois aussi, de façon plus cynique, ça peut arriver qu'on compte en fait sur cette culture d'entreprise où on va se donner à fond, on va bosser des dizaines d'heures, on compte là-dessus, on l'intègre dans les plannings en fait, on l'intègre dans un mode de fonctionnement, dans des modes de production, et c'est complètement assumé parfois par certains. Les employés sont clairement une variable d'ajustement parfois. Cet employé qui devient une variable d'ajustement, il est parfois formé très tôt à le devenir. Les écoles de jeux vidéo, souvent privées et très chères, forment pour beaucoup des employés malléables qui s'intégreront facilement dans l'industrie. Dans un article publié en juillet 2012 sur Gamecult, William Oduro révélait qu'à Valenciennes par exemple, l'école spécialisée Sup Info Game avait prévu une salle dédiée au travail de nuit, équipée d'une cuisine et d'un frigo. Les écoles de jeux vidéo font partie, sont, on va dire, pas une cause, mais un endroit où ce système se met en place, commence à s'enclencher. Parce qu'en gros, on apprend dès l'école, avec les projets, à se donner à 200%, à bosser, enfin des gens font des nuits blanches et tout ça. Et c'est genre un badge d'honneur, genre ouais, putain, j'ai fait une nuit blanche pour le projet. Alors qu'en fait, c'est débile, enfin, ça ne sert strictement à rien. Et du coup, dès l'école, on commence à être dans ce moule-là. Le problème c'est que le crunch n'est pas une pratique sans conséquences, le corps il a ses limites, et travailler énormément n'aide à préserver ni sa santé physique ni sa santé mentale. C'est Anaïs Simonet, graphiste 3D chez Amplitude Studio et membre de l'association Women in Games qui a pu m'en parler.
Le développement de jeux vidéo, c'est parfois assez chaotique en termes de planning. Il y a des problèmes techniques, il y a des pressions des éditeurs, il y a des décisions qui sont prises au dernier moment et on a souvent tendance à se retrouver dans ces situations-là. Et le problème, c'est que le crunch, c'est jamais une bonne chose parce que les gens s'épuisent, les gens font des burn-out, ils terminent le projet, ok, mais ils quittent des fois l'industrie du jeu vidéo juste après. Des dépressions à répétition parfois, des burn-out très souvent, aussi des parcours de vie qui vont s'accidenter en fait sur les réalités du métier, qui vont créer aussi peut-être des problèmes de famille. Moi j'ai eu quelques témoignages dans ce sens-là, et aussi un dégoût aussi pour le métier et pour leur vocation à ces personnes-là, alors que ça se trouve elles sont très bonnes dans leur métier, c'est juste l'environnement de travail qui a joué. Ces réalités, elles révèlent un manque de considération assez flagrant envers les employés du secteur. Beaucoup, souvent épuisés, finissent par quitter l'industrie assez jeunes. Il y a du coup ce qu'on appelle un fort turnover. Les employés quittent l'industrie après quelques années et sont vite remplacés par de nouvelles mains. Tout ça de manière assez régulière. En faisant mes recherches sur ce sujet, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Katharine Neil, une game développeuse freelance d'origine néo-zélandaise qui travaille aujourd'hui en France. Elle a 20 ans de métier derrière elle et continue toujours à bosser dans le jeu vidéo. Ce qui fait d'elle un peu une exception dans le milieu. Moi, par exemple, je suis un dinosaure. Mes amis qui bossent dans les domaines de film, le domaine de télévision, dans les arts, mes amis de mon âge, ils sont dans le milieu de leur carrière. Mais moi, je suis un peu bizarre. Je ne suis pas un manager, je n'ai pas mon propre boîte, je ne suis pas un directeur d'une boîte. C'est un peu bizarre. Je suis une grand-mère en comparaison des autres, et ça c'est vraiment bizarre pour moi. Ma retraite, ça va être quand j'ai 70 ans. Qu'est-ce que je vais faire pendant les prochains 30 ans? Il y a de pression sur moi et les gens comme moi. Il y a bien sûr de l'âgisme. Et je trouve ça un peu ironique dans un moment où on parle beaucoup de diversité. Comment avoir de vraie diversité quand il y a des gens avec des enfants qui ne peuvent pas maintenir une vie normale parce qu'ils font donner tous à leur patron. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de... Enfin, on a fait une étude au sein du STJV et en gros le drop-off c'est 35 ans. Après 35 ans, il y a beaucoup moins de personnes qui bossent dans le jeu vidéo parce qu'en fait ils sont juste trop fatigués, pas assez bien payés, etc. Et du coup ils préfèrent se tourner vers d'autres types d'industries. Donc du coup oui, fort turnover ne serait-ce que par politique salariale, mais aussi parce que voilà, les gens, quand ils arrivent à 30-35 ans, ils ont envie de fonder une famille et qui sont dans un secteur de travail qui est aussi instable que le jeu vidéo. On a beaucoup qui témoignent ce qu'on appelle des transfuges qui ont changé d'industrie en fait, qui sont passés du jeu vidéo à d'autres industries, souvent vers le développement informatique ou dans l'animation ou ce genre de choses là, dans des industries qui sont plus carrées, plus structurées, qui disent ben voilà, nous on est parti simplement parce que nous on venait d'avoir un gosse ou on voulait juste acheter une maison et puis on n'avait pas de visibilité sur nos emplois, sur notre carrière. Voilà, le faire carrière dans le jeu vidéo, c'est pas un gros mot, mais pas loin. Enfin, dans le sens où ça paraît un petit peu stratosphérique. Ce qui est mis en valeur, c'est la mobilité, c'est l'agilité, ce genre de choses. Voire rarement, en tout cas, ça arrive, hein, évidemment, mais on voit rarement un développeur faire carrière pendant 30 ans dans le même studio, quoi. Sauf si c'est évidemment le principal développeur de studio. Cette agilité, très en vogue en ce moment, elle n'est souvent pas au bénéfice des employés. Elle est synonyme de précarité pour les travailleurs et travailleuses. Dans la plupart des cas, au pic du développement d'un jeu, les studios emploient énormément de personnes, des personnes qu'ils vont ensuite renvoyer une fois le projet fini, en attendant de se lancer sur un autre. Selon l'agence américaine Target CW, entre 10 et 15% des employés du jeu vidéo ne sont pas des employés, mais des gens sous contrat précaire à durée déterminée. Ils seraient souvent traités comme des employés, mais sans les protections et bénéfices qui vont avec. Et si cette agilité au bénéfice des employeurs peut se comprendre, au vu de la complexité de création des jeux comme on l'a vu, elle déséquilibre aussi énormément le rapport de force entre patrons et salariés, et elle est à l'avantage des directeurs d'entreprise. Mais la raison pourquoi ça convient à l'industrie, je crois, c'est un peu évident. Si tu as des travailleurs qui restent pour juste 5 ans, ça c'est un peu le moyen. Tu as des jeunes qui ont plein d'enthousiasme
pas beaucoup d'expérience dans le monde du travail, qui croient que eux, ils sont différents parce qu'ils sont jeunes, ils ont des rêves, ils n'ont pas vu des injustices, ils pensent toujours que leur patron est peut-être leur ami, et c'est un peu plus difficile pour nous organiser. Donc ça, c'est un avantage pour l'industrie. Cette main-d'œuvre jeune et précaire, elle est donc plus facile à diriger, elle est moins prompte à s'unir pour défendre ses intérêts. Et cette agilité en vogue dans le milieu du jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans le milieu du cinéma par exemple, où les travailleurs passent d'un film à l'autre très régulièrement. Sauf que chez eux, par contre, les droits des travailleurs y sont bien mieux respectés, notamment grâce à de meilleures conditions de travail acquises depuis longtemps par les très présents syndicats dans le secteur, quelque chose qui n'existe pas dans le jeu vidéo. On peut penser au statut d'intermittent du spectacle par exemple en France, qu'on ne retrouve pas dans l'industrie vidéoludique. Une industrie qui est donc incapable de garder ses talents et fait fuir ses meilleurs éléments. Tout à fait, il y a une perte d'expérience dans les studios parce que voilà, si ces profils seniors s'en vont, c'est eux qui ont toute l'expertise, tout le savoir-faire, et ils le transmettent pas au profil junior ou alors assez rarement. D'autant plus qu'il n'y a pas d'instance, en fait, il n'y a pas d'instance pour accumuler ce savoir. Souvent les syndicats, du coup, les syndicats peuvent être ce genre d'intermédiaire en fait, qui permet voilà, d'avoir des bonnes pratiques. Toute cette connaissance, elle n'est pas institutionnalisée. Et du coup, ça fait un gros déficit. Et tous les jeunes, à chaque fois, ont tout à réapprendre et ils se refont. Voilà. Et du coup, ça contribue à ce que l'industrie, en tout cas le fonctionnement de l'industrie, stagne. Cette industrie qui stagne et fait fuir ses talents, eh ben, ça nous révèle que la création de jeux vidéo, c'est souvent un processus épuisant et très précaire. Des conditions de travail qui laissent du coup beaucoup de monde sur le carreau. Il y a des parties de mon cerveau que je suis convaincue qui sont mortes à cause des conditions de travail. Par exemple, on est ici, chez moi, je bosse chez moi. Une des raisons, c'est ça, c'est mon dos, c'est mon cou. C'est parce que devant un bureau, c'est devenu un peu difficile pour moi à maintenir. Mais il faut que je bouge un peu. C'est un peu difficile pour moi de bosser sans une bonne ergonomie à cause des effets du travail dans mon industrie. J'ai des amis, des artistes, qui ont du mal à utiliser leurs bras et leurs yeux. Et je suis toujours en colère un peu pour ça. Maintenant, ma vie est beaucoup plus tranquille parce que je bosse à mon propre rythme. Je bosse dur, mais j'ai plus de souplesse dans mon travail. Avoir un travail qui est qui prend autant de place dans la vie d'une personne, c'est pas non plus donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des contraintes extérieures. C'est plus difficile, par exemple, pour une femme d'arrêter de travailler pour un congé maternité dans un studio de jeux vidéo. Enfin, c'est quelque chose qui se fait assez rarement au final. Donc forcément, ça va désavantager certaines personnes. Ces conditions de travail difficiles qui blessent jusqu'au corps parfois des travailleurs, eh bien elles empêchent les personnes déjà fragilisées dans la société de travailler dans le jeu vidéo. La conséquence, c'est que l'industrie vidéoludique s'impose aujourd'hui essentiellement comme un secteur dominé par les hommes. Selon les derniers chiffres du SNJV, le syndicat des patrons du jeu vidéo, l'industrie compterait seulement 14% de femmes dans ses effectifs. L'affaire des épouses d'Electronic Arts, citée précédemment, qui a ensuite été suivie par l'affaire des femmes de Rockstar d'ailleurs, elle nous révèle aussi que cette exploitation d'une masse de salariés hommes, eh ben elle repose énormément sur l'exploitation du travail domestique non payé des femmes, qui doivent s'occuper de la maison et des enfants pendant les périodes de crunch de leur mari. C'est quelque chose que décrivent très bien les chercheurs Greg de Putter et Nick Dyer Whiteford dans un article scientifique paru dans le Canada Journal of Communication. Tout ça participe donc à créer un écosystème qui devient très vite hostile aux femmes, qui se retrouvent face à des cultures d'entreprise très masculines. Aussi un manque d'encadrement de la culture d'entreprise, un manque de culture d'entreprise saine en fait, qui peut choquer les esprits, qui peut... On l'a vu notamment avec les photomontages chez Quantic Dream, ça peut blesser, ça peut atteindre. Et malheureusement, dans certaines entreprises de jeux vidéo, il y a des cultures d'entreprise qui peuvent être un petit peu borderline, on va dire, et qui font pas forcément attention aux salariés, à leur bien-être, à leur desiderata. Et je pense que typiquement les problèmes qui ont été remontés chez Quantic Dream, c'est des choses qui existent dans beaucoup d'autres studios. Mais vu que c'est une plus grosse entreprise, vu que ça a été médiatisé, que les gens ont commencé à en parler, ça a pris plus d'ampleur en fait. Et je pense que c'est important d'en parler parce que tout le monde n'a pas forcément conscience de à quel point ça peut être grave. Souvent il y a des comportements, certains comportements dans des entreprises où en fait tout le monde trouve ça normal,
Et les gens se rendent pas compte que ça peut être vraiment pesant ou gênant pour certaines personnes. Et le fait qu'il y ait des affaires qui soient médiatisées, qu'il y ait des personnes qui aient le courage de prendre la parole et qui se sentent défendues, ça permet aussi de se rendre compte des choses qui vont pas et de les améliorer avant que ça dérape en fait. Mais il y a un environnement qui clairement favorise ce genre de problématiques. Les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo sont donc généralement des gens au contrat précaire qui enchaînent les projets épuisants dans des environnements pas toujours très accueillants. Et le truc, c'est que tout ça, c'est notamment dû à un espèce de flou juridique, particulièrement en France, sur la définition même du métier de créateur de jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo, c'est assez particulier parce que ça a vraiment totalement explosé en 15 ans. Ça a pris énormément d'ampleur. Même actuellement, on a parfois du mal à se rendre compte de l'argent et de l'influence qui est liée à ce média. Et le problème, c'est que ça a évolué tellement vite qu'on n'a pas trop eu le temps de s'adapter. Je pense par exemple au niveau juridique, le jeu vidéo, même en France, c'est un statut qui est encore un petit peu flou. Pendant longtemps, on savait pas trop si c'était du développement de logiciels, si c'était du jeu d'argent. Enfin, pour chaque loi qui existe, c'est un statut différent. On sait pas trop exactement à quoi ça correspond. Le problème, c'est que du coup, pour tout ce qui est syndicat, etc., c'est difficile de se rattacher à des choses qui existent déjà. Donc en fait, il faut les créer, il faut partir de zéro. Cette définition juridique, qui permettrait de créer des normes de travail adaptées aux problèmes spécifiques de la création de jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle une convention collective. En gros, c'est un texte qui vient définir le statut des travailleurs d'une branche professionnelle, et qui se négocie entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés. Elle permet de mettre au point des règles de travail qui sont adaptées aux besoins du secteur. Et le truc, c'est que ça n'existe pas dans le jeu vidéo. La convention collective qui s'applique majoritairement, c'est le Syntec. Donc c'est la convention collective des développeurs, des développeurs informatiques. Plus de 50% des studios de jeux vidéo sont de cette convention collective. Le problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée, en fait. Elle n'est pas adaptée parce que développeur informatique, c'est que des métiers de programmation, du logiciel, ce genre de choses-là. Alors que dans le jeu vidéo, il y a des métiers de l'animation, des artistes, quoi, des graphistes, ce genre de choses-là, qui ne sont pas vraiment sur la grille du Syntec, en fait. Et surtout, il n'y a pas eu de négociation. Les salariés du jeu vidéo n'ont jamais eu leur mot à dire dans la convention collective qui les régit. C'est quand même un problème, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se retrouve dans une situation assez lunaire où ils adhèrent et ils se plient aux normes qu'ils n'ont pas négociées collectivement. Ce qui est un problème démocratique à ce stade-là, en fait, de démocratie du travail. Ce flou juridique, il est donc à l'avantage des employeurs. Il permet de maintenir des salaires bas et des statuts qui affaiblissent le pouvoir des salariés. Alexis Collin, qui est un ancien de Gen System, l'a vécu lui-même. Chez Gen, on était sous convention Syntec, comme beaucoup de studios. Un jour, je la lisais et mon grand-père passait, il s'arrête, il voit la grille de salaire, il était de la métallurgie, et il s'arrête, il fait c'est incroyablement bas, de base. Mais ces salaires bas, ils ne proviennent pas que de la convention Syntec, ils sont aussi la conséquence de la compétition féroce qui prend place sur le marché de l'emploi. Parce que, le secteur du jeu vidéo fait rêver, et beaucoup de gens veulent y travailler. Le problème, c'est que je pense que ça a été facile pour moi parce que je suis sortie d'une école qui est connue, et c'est toujours le même problème, c'est que le jeu vidéo, c'est très très difficile d'y rentrer quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas les contacts ou quand on n'a pas la bonne formation. En fait, il y a beaucoup d'embauches, mais c'est aussi très concurrentiel parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de faire ces métiers-là. Ça se ressent pas mal, par exemple, au niveau des salaires ou des conditions de travail. C'est-à-dire que des fois, les employeurs peuvent se dire que oui, je vais pas forcément bien payer cette personne parce que je sais que je trouverai quelqu'un d'autre si cette personne s'en va. Il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, beaucoup de contrats précaires, et ça aussi c'est parce que les entreprises savent qu'elles trouveront toujours quelqu'un derrière. Souvent, à poste équivalent dans deux industries différentes, quand on prend le poste de développeur informatique dans une start-up classique, etc., ça peut être rémunéré entre 30 et 45 euros, voire plus. Dans le jeu vidéo, en moyenne, ça va être peut-être 5 000 euros ou 10 000 euros de moins, quoi. Souvent, l'argumentaire, c'est parce que c'est un métier passion, ça justifie de payer moins, de traiter moins bien globalement, en fait, parce que faudrait s'estimer chanceux de pouvoir être dans cette industrie. Ouais. Mais alors, quand on voit tout ça, on peut se le demander. Pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps que c'est comme ça ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de négociations qui ont abouti à une amélioration de la situation ? Et ici, c'est une question plus profonde qui est soulevée, celle de l'idéologie du milieu jeu vidéo, souvent partagée entre employeurs et employés. Une idéologie qui permet quelque part de maintenir le statu quo.
Alors je m'appelle Mehdi de Babizourgani, je suis enseignant en école de game design, principalement sur des matières qui relèvent de ce qu'on appelle les game studies, et je travaille également en tant que freelance dans le domaine du jeu vidéo, autant sur le domaine de consulting notamment, pas mal dans tout ce qui est logique culturelle. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà que, parce que le jeu vidéo est hype. Bon, ça fait un petit moment que c'est à la mode, que c'est dans le vent, mais voilà, on nous ressasse sans cesse ce chiffre qui d'ailleurs est pas totalement fondé, que ce soit l'industrie qui ramasse le plus d'argent actuellement, l'industrie culturelle, ce qui est pas tout à fait vrai d'ailleurs si on creusait, mais je pense que c'est le premier élément. C'est sous les feux de la rampe, donc forcément, il y a ça. Ça va conjointement avec la logique, effectivement, de compétitivité, que ce soit dans les discours politiques, que ce soit la norme financière, qui elle aussi dépasse uniquement le secteur du jeu vidéo, qui veut que, bah voilà, il faut être réactif, il faut effectivement produire rapidement, être novateur, être force de proposition, jusqu'à parfois l'absurde. Le deuxième élément, c'est que c'est quelque chose qui progressivement s'est établi dans la culture même du jeu vidéo, et surtout ce qu'on a nommé, et malheureusement je pense continue de nommer, la culture gamer. Donc la culture gamer, ça va englober autant la dimension que le jeu vidéo ne serait que une culture de la performance. Performance, hein, évidemment pas théâtrale, hein, mais performance, c'est-à-dire je suis meilleur que toi, je suis meilleur gamer parce que j'ai plus de connaissances sur le domaine, je joue plus que toi, je connais plus de jeux que toi, j'ai une connaissance plus étendue que toi. Et je pense que ça se globalise aussi de la même manière qu'on pourrait voir dans des fraternités ou dans des passages, on va dire, à tabac, de bizutage dans les écoles de médecine. Il y a un truc comme ça du rite initiatique, de se dire voilà, il faut être un vrai, je suis là pour la boîte, je fais à fond, et puis de toute façon, ces jeux qui me font rêver depuis un moment, il faut bien qu'ils se fassent, ils ne sont pas faits au hasard. Mais le jeu vidéo, il s'est démocratisé dans les années 80, et il faut pas oublier que c'est l'ère Reagan-Thatcher, avec la montée du néolibéralisme et tout ce qui va avec, la financiarisation du monde, etc. Donc il s'est vraiment développé dans une période qui était propice à l'explosion des normes, en fait, à la libéralisation tout simplement des mœurs et aussi de la vie en entreprise, ce genre de choses-là. Et donc du coup, c'est normal qu'on se retrouve quelque part avec le reflet de cette période-là dans les entreprises. Donc voilà, et le jeu vidéo, le secteur du jeu vidéo n'est pas, isolé du reste du monde du travail ou quoi que ce soit. Et ce qu'on voit dans les startups actuellement, ce qu'on peut lire, par exemple, sur des boîtes comme Amazon, avec des abus, parce qu'il faut faire plus de chiffres, Le jeu vidéo aussi a été pris là-dedans. Et ce qui est notable, c'est que c'est une des plus grandes industries culturelles, mais c'est la seule parmi les grandes industries culturelles qui s'est formée, qui s'est vraiment démocratisée en plein dans ce néolibéralisme-là. Il y a une idéologie corporate dans le jeu vidéo, clairement. Et oui, c'est une idéologie en fait à laquelle beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu-là adhèrent. Parce qu'il faut aussi resituer la chose, c'est que les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, ils sont issus des CSP+, en fait. Ils sont issus de classe moyenne haute, et leurs valeurs sont celles un petit peu du mérite, de la méritocratie, de travailler plus pour gagner plus, ce genre de choses-là. Les valeurs qui sont aussi communes aux chefs d'entreprise qui les dirigent, quoi. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas clashé pendant longtemps, parce qu'il y avait une claire adéquation entre ceux qui dirigeaient les studios et les employés. Ils étaient potes, quoi. Et ils le sont toujours d'ailleurs en grande partie. Il n'y a qu'une petite frange qui vraiment hausse le ton pour dire peut-être qu'il faudrait arrêter de se foutre de nous, quoi. Et là, on comprend tout de suite mieux pourquoi les négociations pour créer une convention collective ne se font pas, pourquoi on prône la mobilité et l'agilité des forces de travail au service des employeurs. Parasité par l'idéologie néolibérale, le jeu vidéo se refuse au cadre contraignant mais protecteur d'un droit du travail plus spécifique et adapté. Cette culture du surtravail, elle a donc le vent en poupe, et ce même chez les indépendants qui travaillent en petit nombre dans des studios modestes. Le documentaire Indie Game The Movie, sorti en 2012 et récompensé à Sundance, est une bonne illustration de tout ça. Le film y montre le parcours de grands noms du milieu, comme Jonathan Blow ou Edmund Macmillan, de leurs terribles conditions de travail pour fabriquer leurs jeux dans leur coin, en crunch permanent, jusqu'au succès planétaire et à la richesse qu'ils ont obtenue. Sauf que le film ne produit jamais de discours critique là-dessus. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive là à une célébration totale du surtravail. On finit par héroïser l'autodestruction comme une vertu, seule condition pour réussir dans la vie. Et aujourd'hui, un bon nombre de personnes trouvent ce film très motivant,
alors que ça devrait être l'inverse, parce qu'en réalité, seul un tout petit pourcentage des gens travaillant comme cela réussiront à sortir la tête de l'eau, l'immense majorité finissant par abandonner, souvent accompagnée par de graves séquelles physiques et psychologiques. Et cette idéologie néolibérale, cité plus tôt, elle est le moteur de ces souffrances. Mais sa capacité de séduction, qui nous fait croire à la possibilité de devenir riche et célèbre par le travail, eh bien elle semble tellement forte qu'elle empêche tout mouvement de contestation de ces conditions de travail. Oui, il y a une vraie, il y a une mythification. Il y a une mythification du designer glorieux, de la success story, du jeu qui va tabasser, qui va rapporter des milliards. Par exemple Notch, clairement, qui s'est fait 2 milliards avec Minecraft. Quand je parlais avec certains développeurs, c'était clairement un objectif. Et notamment chez les développeurs de free-to-play, il y en avait qui me disaient, nous ce qu'on fait, nous ce qu'on veut, c'est enchaîner les jeux. On en fait 50 en 3 ans. Et on espère juste qu'il y en ait un qui fasse le jackpot. Mais entre-temps, pour produire tous ces jeux, on se crame. Et les statistiques montrent que la plupart ne seront pas Minecraft, parce qu'il n'y a qu'un Minecraft, quoi. Je pense qu'on est dans des états, j'hésite pas à utiliser le mot, mais d'aliénation telle qu'à un moment, les gens perdent de vue qu'ils ont un contrat, qu'ils ont des heures, qu'ils doivent partir. Quand je disais que ça date pas d'hier, hein, j'ai un ami qui me parlait d'une boîte dans laquelle il travaillait et qui, quand il partait vers la fin d'après-midi, sa journée était finie, hein. Il partait, enfin, fin d'après-midi, et on lui disait allez, bon après-midi. Voilà. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes effets, on voit les mêmes phénomènes d'évolution dans notre industrie qu'on a vu il y a une centaine d'années. Et tous les mensonges, tous les fantasies des années 90 que ces nouveaux jobs dans les nouveaux secteurs, dans les nouvelles industries, avec l'internet, avec la technologie, vont être complètement différents. L'expérience de travail va être complètement différente. On va être toutes libres, mais c'est pas du tout le cas. On a les mêmes problèmes. On bosse trop, on gagne pas assez dans notre industrie que les industries plus traditionnelles. Et face à ça, cette frange qui hausse le ton, comme l'évoquait plus tôt Nicolas Turcef, elle est en vérité le résultat, la réponse de cette libéralisation du travail. Celle-là même qui a poussé son concept tellement loin qu'elle se révèle aujourd'hui dans toutes ses faiblesses. Cette frange, c'est celle qui s'incarne dans les gilets jaunes, dans les mouvements de contestation qui fleurissent un peu partout. Face à un capitalisme dont le fonctionnement donne le pouvoir à une poignée de gens, à ceux qui possèdent les entreprises, les salariés commencent à réclamer ce pouvoir, à avoir besoin de remettre de la démocratie dans leur travail, à remettre en question cette idée de subordination, de rapport de pouvoir vertical entre un employeur tout-puissant et un employé obéissant, qui ne va pas forcément de soi. Cette logique, celle du capitalisme, une fois qu'on la couple à la dérégulation permise par le libéralisme, elle fait les ravages qu'on lui connaît aujourd'hui. Des ravages qu'on observe un peu partout. Le monde du jeu vidéo n'est finalement qu'un reflet d'une dégradation globale des conditions de vie de la majorité des travailleurs et travailleuses en Occident. En France, par exemple, les 2 lois travail successives ont considérablement affaibli les prud'hommes. Ces lieux où les salariés pouvaient venir contester devant la justice les abus de leurs patrons ont bien perdu de leur pouvoir. Le journaliste Olivier Siran décrivait très bien ça dans un thread sur Twitter, où il montrait que les plaintes au prud'homme ont chuté de près de 20% en 2017, le signe d'un recul supplémentaire des contre-pouvoirs à disposition des travailleurs. Enfin, je veux dire, le contexte global, qui est l'économie capitaliste qui vient codifier comment on va se produire. On parle d'industrie, c'est pas pour rien. L'objectif, c'est de sortir des produits, les vendre, en refaire, les sortir, etc. Donc il y a un moment où l'intention même de la création du produit a tendance à être financière. Et l'objectif, c'est d'amasser un profit. Donc il y a aussi ça qui va dicter la création dans les plus grosses entreprises. Donc tout est codifié et créé par ça. Et du coup, comment ça se traduit ? Ça se traduit avec une ultra compétition entre tous les acteurs du jeu vidéo. Pour réussir ce genre de truc, sachant que les jeux sont de plus en plus chers à créer, ça coûte de plus en plus cher, on a une croissance qui est linéaire, le marché il est pas saturé, loin de là, mais les attentes croissent linéairement aussi. Et du coup, au final, qu'est-ce qu'on doit faire quand on peut plus embaucher tant de personnes, parce qu'après c'est plus rentable et du coup on peut plus produire de jeux, on exploite. Face à tout ça, il y a aujourd'hui toute une résistance qui s'organise. Parce que, ils sont nombreux, celles et ceux qui veulent repenser une économie au service de l'humain, et non plus des humains au service de l'économie. Après, la suggestion, est-ce que vaincre le capitalisme, en fait, me plaît pas mal. Parce que c'est une façon un peu plus sèche de dire il faut prendre en compte les travailleurs, les gens qui travaillent, les gens qui ont l'expérience et dont c'est le métier. C'est que le capitalisme, c'est la possession par quelqu'un dont c'est pas le métier d'une entreprise. Enfin, dont c'est le métier de posséder et de diriger l'entreprise, mais c'est pas son métier en fait de faire des jeux.
J'ai l'impression qu'assez souvent, en fait, un souci, c'est que dans l'entreprise de jeux vidéo, y a quelqu'un qui a tout pouvoir, qui peut dépasser, aller au-delà, dire au game designer, bah non, le game design, je l'aime pas. Alors que, y a des types qui ont 10 ans d'expérience après 5 ans d'études pour pouvoir savoir si c'est bien ou pas. Donc, vaincre le capitalisme, ça dépend ce qu'on fait à la place, mais ça peut déjà retirer les gens qui ont trop de pouvoir dans l'entreprise de jeux vidéo. Mais moi je pense que ce serait une bonne manière d'organiser les choses, ouais. Qu'il y ait plusieurs personnes soit tous les salariés, soit plusieurs personnes qui décident de qu'est-ce qu'on fait, comment, etc. Je pense que ça marcherait mieux, ouais, que l'organisation qui est en place dans certains studios pour l'instant. Ce pouvoir, concentré dans les mains de ceux qui possèdent l'entreprise, est de plus en plus contesté, notamment parce qu'il est vu comme moins efficace qu'un système plus démocratique où la prise de décision serait collégiale. On a aujourd'hui des éléments, par exemple, qui tentent à laisser penser que le crunch n'a pas d'efficacité dans le développement d'un jeu. Dans un article publié par l'International Game Developers Association et écrit par Evan Robinson, il est montré que, dans une semaine qui dépasse les 40 heures de travail, la baisse en productivité des employés due à la fatigue dépasse largement les gains obtenus en les faisant travailler plus. Par conséquent, sur le court comme le long terme, il s'avère que le crunch réduit la productivité d'une équipe au lieu de l'augmenter. Et pourtant, on continue à le pratiquer dans un grand nombre de studios, quelque chose que l'on pourrait probablement éviter si la décision de sa mise en place était décidée à plusieurs, dans un débat équilibré. On n'est jamais vraiment efficace quand on travaille 10 heures par jour, et au final, c'est clairement possible de faire des jeux, des excellents jeux, tout en gardant des conditions de travail saines pour les employés. Et j'ai même tendance à penser qu'un développement de jeux où on fait attention aux employés et à leur bien-être va être vachement plus intéressant et plus efficace qu'un jeu où tout se fait à la dernière minute et où rien n'est prévu et où on change les plannings. Mais à côté de ce débat sur le capitalisme qui concerne le temps long, il y a aussi la question des régulations possibles à mettre en place dès aujourd'hui, des questions comme celle de la convention collective dont on a déjà parlé. Le SNJV, qui rassemble les patrons du secteur du jeu vidéo, révélait qu'en 2016, par exemple, 11% des entreprises de l'industrie en France étaient rattachées à la convention du secteur des jouets, 5% à celle de l'audiovisuel, 3% à celle de l'animation, et même certains à celle de la sidérurgie ou de la métallurgie, le reste étant rattaché à la convention Syntec. Ce qui, vous en conviendrez, n'a pas vraiment de sens, et le plus fou dans tout ça, c'est que cette idée de créer une vraie convention collective pour l'industrie, eh bien elle a déjà été débattue il y a 10 ans, comme me l'a raconté Nicolas Turcef. En 2007, plusieurs personnes se sont assises autour d'une table pour essayer de faire une convention collective aux jeux vidéo. Donc une convention collective, c'est un texte qui précise le droit du travail pour chaque secteur. Donc le jeu vidéo n'en avait pas. Autour de la table, il y avait la CFDT, l'UNSA, et les patrons du jeu vidéo représentés par l'association Capital Games, qui est l'association des patrons parisiens, des patrons de studios de jeux vidéo parisiens. Donc ils en ont discuté pendant un certain temps. Au début, ça allait sur des choses un petit peu triviales, quoi, sur des détails. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Les patrons ont quitté la table quand il s'agissait vraiment de parler, par exemple, droit d'auteur. Qu'est-ce que les développeurs ont le droit de toucher sur leur jeu? Est-ce qu'on leur donne une part, un certain pourcentage, on ne sait pas. Sur les horaires de travail, par exemple, des choses là. Voilà, des sujets vraiment costauds, de fond, en fait, qui régulent le quotidien du travail pour un salarié dans le jeu vidéo. Et voilà, et ça n'a pas fonctionné, et il n'y a pas eu de nouvelles tentatives depuis, parce que il y avait, je pense que du côté des syndicats, les salariés de jeux vidéo sont très très peu syndiqués, donc il y a personne qui a poussé, qui a vraiment poussé pour que ça arrive. Et du côté des patrons, ce serait clairement pas à leur avantage d'avoir une convention collective maintenant, quoi. Comme le laisse penser Nicolas Turcef, c'est donc notamment par la syndicalisation d'un grand nombre de travailleurs que le changement peut s'opérer. Et le truc, c'est que c'est en train de faire son bout de chemin dans les esprits. Moi, je suis arrivé dans l'idée de faire du syndicalisme avec le STJV, d'abord par l'idée qu'il fallait se regrouper. Et qu'en fait, on se regroupait déjà quand on allait prendre une bière pour soutenir les copains qui en avaient marre. Prendre une bière d'abord, ensuite prendre une bière en parlant de comment régler les problèmes. Ensuite, on se dit que y a une structure en fait qui sert à ça, c'est un syndicat. On regarde quel syndicat existe, on se rend compte qu'il n'y en a pas tellement dans le milieu, genre même pas du tout. Du coup, on le fait. Et on se retrouve à traiter du coup les dossiers qui arrivent parce que les gens ont besoin en fait. Ils apprennent, oh, il y a un syndicat du jeu vidéo. C'est à eux que je vais aller parler de ces soucis-là, ces trucs-là dont j'aurais pas parlé sinon, je vais leur en parler. Et en fait, on se retrouve à faire un syndicat, avoir un vrai syndicat qui tourne d'un seul coup, juste parce que la nécessité, elle vient du fait que on a un collègue qui en peut plus, on a un collègue qui se fait virer, on a un collègue qui se fait harceler, et en fait, il faut faire quelque chose.
Donc je pense qu'il faut être là pour s'entraider quoi. Tout seul on peut pas grand chose, quand on est plusieurs on se rend compte que ça marche vachement mieux déjà. On peut demander des choses en fait, c'est pas un drame, on se fait pas tous virer, la boîte elle coule pas etc. On peut arriver à plusieurs, ça a du poids et on peut dire il y a tel problème et on pense qu'il faudra faire telle chose et puis voilà c'est tout. Tout seul ça se fait pas ça, mais à plusieurs ça marche. Cette solidarité qui se met en marche, elle ne se limite pas qu'au STJV en France. Sa création en septembre 2017 a fait des émules un peu partout dans le monde. Lors de la Game Developer Conference en mars 2018 à San Francisco, plusieurs développeurs et développeuses se sont rassemblés pour créer Game Workers Unite, une association militant pour les droits des travailleurs et qui appelle depuis plusieurs mois à la création de syndicats dans l'industrie du jeu vidéo. Au STJV, la création de ce groupe américain a été perçue comme très encourageante. Il y a beaucoup de gens là-bas qui avaient l'air d'être enthousiastes, en tout cas l'idée qu'il y a eu le STJV en France. Quand le Discord a été fait, je pense qu'on a été au STJV comme parmi les premiers au courant, parce que, ne serait-ce que parce que les gens cherchaient des gens qui avaient déjà fait ça. J'ai rejoint le Discord de Game Worker Unite, je sais pas, peut-être 3 jours après sa création. Il y avait déjà des centaines de personnes dessus. Le nombre de petits syndicats ou d'antennes rattachées à Game Worker Unite, c'est assez impressionnant. Il y en a à peu près partout, tout le continent américain, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, Espagne, Canada, Mexique. Je me souviens que quand je m'étais connecté sur le Discord, il y avait des gens qui s'envoyaient des vidéos en arabe, des gens qui s'envoyaient des vidéos en espagnol, il y avait des argentins. Ça avait l'air d'être comme très très général comme besoin. Game Workers Unite, je trouve ça génial que ça se soit mis en place quoi. Il y a des chapitres un peu partout. En Amérique, en Angleterre, je crois qu'il y en a même en Allemagne maintenant. Enfin, c'est ouf à quel point ça s'est étendu, quoi. Donc ça fait grave plaisir. Un peu penser à l'international syndical du jeu vidéo, et ça c'est très stylé. Selon l'IGDA, 56% des employés du secteur en Amérique du Nord seraient aujourd'hui favorables à la création d'un syndicat pour représenter leurs intérêts. Et en vrai c'est compréhensible, parce que s'unir pour créer un groupe de représentants qui servirait d'intermédiaire entre les salariés et les employeurs pour défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses, ça a déjà montré son efficacité dans l'histoire. Et aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit plus en disant que le crunch est mauvais que les choses s'arrangeront. C'est bien plutôt par la mise en place de législation et d'un contre-pouvoir solide pour les développeurs que la tendance s'inversera. Je pense qu'il faut avoir le pouvoir matériel. On peut râler sur Twitter, on peut créer des think pieces, on peut dire « Oh mais il faut avoir la diversité, il faut être plus gentil à nos collègues, il faut pas être sexiste, il faut... » Mais les changements viennent avec le pouvoir matériel. Chaque an, il y a un scandale de crunch. Depuis 20 ans. Et j'ai vu des gens qui ont dit « Oh, mais on va changer ça, on va changer ci. On peut écrire des articles et des white papers, on peut faire des études. » On a fait tout ça et rien n'a changé parce qu'on n'avait pas le pouvoir matériel. Le pouvoir matériel concret qu'on peut utiliser pour changer des choses dans notre travail et dans les conditions de travail, c'est notre travail lui-même. Ne pas travailler, par exemple, on peut faire la grève s'il faut. C'est juste des choses très basiques comme ça. Face à cette idée qui grandit dans les rangs des travailleurs, face à ces syndicats qui émergent, certains patrons de studios savent ce qu'ils risquent. Ils savent le pouvoir qu'ils peuvent perdre ici. Marcin Iwinski et Adam Badowski, deux des responsables du studio CD Projekt Red, développeur des The Witcher, avaient tenu des propos anti-syndicats dans une interview récente pour le journal Le Monde par exemple. Tout ça alors que CD Projekt Red est connu pour ses conditions de travail difficiles. Les syndicats dans le jeu vidéo, je dirais que c'est pas trop tôt. Ça faisait un petit moment qu'il fallait juste que les salariés se structurent, quoi, qu'ils aient quelque chose pour porter leur parole collective, parce qu'ils avaient rien, ils avaient juste leurs délégués du personnel dans leur boîte, peut-être leurs rares délégués syndicaux. Les patrons, tout à fait normalement, ont leur association, ont leur syndicat. Il faut un contre-pouvoir, il faut un contrepoids. Il faut qu'il y ait du débat, tout simplement. Et pour qu'il y ait du débat, il faut que les gens puissent s'exprimer collectivement et une plateforme. Donc je vois ça d'un œil très positif. Enfin, ça peut que être bénéfique pour le secteur. C'est les balbutiements encore, hein. C'est vraiment les balbutiements, mais c'est en train de se construire et c'est en train de se construire un petit peu partout. Il y a des relais qui se font, il y a des contacts aussi qui se font entre pays. Tout le monde y pensait, j'y pensais, tu vois. Il y avait une sorte d'effervescence avec aussi l'élection de Macron et les changements anticipés pour le code du travail. On sait que genre les trucs comme le CDI projet, ça va nous toucher très durement parce que c'est hélas parfaitement adapté à notre milieu. Ça c'est tellement un risque, hein. On a déjà beaucoup trop de CDD dans notre milieu et de contrats précaires.
C'est pas la peine de rajouter une manière ultra légale de le faire, quoi. Donc ouais, quand on a vu ça, plus le constat de l'industrie telle qu'elle est, le nombre d'endroits où t'entends des histoires, c'est déjà un saccage du code du travail dans beaucoup d'endroits. Du coup, ouais, c'était nécessaire que ça arrive. C'est marrant la conjonction qu'il y a effectivement entre les deux mouvements, mais c'est quand il y a une offensive, il y a une contre-offensive, quoi. Donc il y a une offensive sur le droit du travail, sur les droits des travailleurs. La contre-offensive se fait sentir tout aussi radicalement, et c'est pas, à mon avis, c'est pas du tout un hasard si le syndicat des travailleurs du jeu vidéo s'est monté dans sa terre pré-post-Macron, quoi. Les salariés du jeu vidéo, qui sont des citoyens comme tout le monde, ont eu une conscientisation, et je pense aussi qu'il y a eu une formation de l'esprit, une formation politique ces dernières années avec les différents mouvements qu'on a vus, qui s'est aussi répercuté sur la jeunesse qui va bosser dans le jeu vidéo, quoi. Et après, le droit du travail et le droit de travailleurs de toute façon soit globalement peu respecté dans les grandes nation occidentale, donc ça participe aussi de ce mouvement mondial, quoi. L'offensive, elle est mondiale, la contre-offensive sera aussi mondiale. Cette contre-offensive qui s'exprime dans la rue, sur les lieux de travail, sur internet, elle vient questionner le rapport au pouvoir. Qui le détient et pourquoi ? Cette remise en question d'une verticalité dans l'entreprise comme dans la vie politique, elle est de plus en plus posée. Et désormais, on peut le voir, des alternatives fleurissent un peu partout. Des lieux, des entreprises qui, en ce moment, tentent de créer autrement, en commun, sans patron, sans chef. Ces initiatives, elles se multiplient dans tous les secteurs, et notamment dans le jeu vidéo. Parce qu'une entreprise sans patron, c'est possible, ça existe, et même que ça marche. Pour mieux comprendre comment, je suis parti à Bordeaux, pas pour rencontrer Alain Juppé, mais pour aller poser des questions à Motion Twin, la coopérative à l'origine du jeu Dead Cells. Comment sont-ils passés du petit studio indépendant au succès planétaire de leur dernier jeu, récompensé au Game Awards 2018, alors même que leur studio est un modèle de hiérarchie horizontale. C'est ça que j'ai voulu comprendre. Je m'appelle Sébastien Bénard, moi je suis game designer et développeur à Motion Twin. Je fais partie un peu des meubles parce que je suis là depuis longtemps, et je m'occupe de tout ce qui est équilibrage, programmation et particules aussi, c'est tout ce qui explose à l'écran, qui fait des flashs, et tout ce qui saigne à l'écran en général c'est de ma faute, quoi. Donc nous on est une SCOP, ça veut dire Société Coopérative Ouvrière de Production. Enfin c'est plutôt des grosses structures en général. C'est souvent des structures qui sont en difficulté, qui à un moment donné retombent entre les mains des travailleurs, quoi. Donc c'est plutôt un modèle pensé pour ça, c'est assez rare dans les SS2I, donc les sociétés de notre taille. Alors à Motion Twin c'est plutôt simple parce qu'on a 3 égalités à Motion Twin. On a la décision, c'est chacun un vote, donc une voix on va dire dans toutes les décisions. Il y a l'égalité de temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde bosse le même nombre d'heures exactement, quoi. On le quantifie, c'est-à-dire qu'on mesure, on a une sorte de pointeuse de calendrier où chacun note ses heures, donc quand il y a de l'excès, il est rattrapé, on essaie d'égaliser à l'année. Et le troisième truc, c'est le salaire. En fait, tout le monde, tous les associés à Motion Twin ont le même salaire. Ça signifie une part de ce qu'on appelle le SMIC Motion Twin, qui est en gros le salaire garanti Motion Twin qui a été voté, en fait, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord en fonction du coût de la vie à Bordeaux, quel est notre SMIC interne, quoi. Et la deuxième partie qui est le résultat, donc c'est intéressement, participation et dividendes, qui sont spécifiques à la SCOP là pour le coup, et qui sont en gros des intéressements liés au résultat. Quand par exemple cette année le jeu marche bien, les gens reçoivent de l'argent aussi en contrepartie parce qu'ils touchent une partie des résultats. Tout ça égalitaire, c'est qu'en gros toutes les personnes, moi je suis là depuis 17 ans, j'ai des personnes qui sont là depuis 1 an, voire même quelques mois, ou des personnes depuis 3-4 ans, on a tous la même part, ce qui fait qu'à la fin de l'année on a tous strictement la même répartition, quoi. La seule exception, mais ça c'est normal on va dire, c'est les personnes qui sont encore en test. On a des gens qui viennent d'arriver, qui sont pas encore associés. Pendant la période de test, ils ont des formes d'intéressement, mais pas la même proportion. Après, dès qu'ils ont passé la phase de test, qu'ils deviennent associés, là, ils passent au statut 100% égalitaire avec tout le monde. Chez Motion Twin, l'égalité est donc le maître mot. Tout le monde reçoit une part égale des revenus de la boîte, et la discussion est au centre des prises de décision. Le pouvoir n'appartient pas à une personne, mais est divisé entre les mains de tous les travailleurs. Chaque personne a certaines responsabilités, tu vas avoir des développeurs, des graphistes, des gens qui sont plutôt sur le marketing ou la communication. Donc chacun a un rôle défini. La différence par contre c'est que sur les décisions de quelqu'un, par exemple moi je m'occupe de game design, sur le game design je vais avoir n'importe qui dans l'entreprise va pouvoir m'apporter aussi son avis, son point de vue, ou une critique, ou au contraire un conseil, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sur les rôles sont bien définis, il y a une sorte de structure et une forme de hiérarchie selon les sujets. Quelqu'un qui sera plus expert dans un domaine parlera plus dans ce domaine-là, sera en quelque sorte le lead dans ce domaine. Et par contre, c'est plus ouvert dans le sens où on peut participer à toutes sortes de conversations. Si j'ai un moment, j'ai un avis sur une question comptable ou une question de locaux, ou alors une partie programmation pointue, si j'ai un truc à suggérer ou une critique ou au contraire des questions, là, je peux m'adresser directement à la personne et on résout certaines choses ensemble, quoi.
Motion Twin, c'est donc un bel exemple d'organisation du travail démocratique qui marche, mais évidemment ce fonctionnement a ses limites. L'équipe m'a par exemple avoué avoir déjà fait du crunch sur de très courtes périodes, notamment pour la sortie de la version console de Dead Cells, pressée par les deadlines des constructeurs de consoles. La pression des rentrées d'argent pour la boîte est aussi bien réelle, et le studio était au bord de la fermeture avant la sortie de Dead Cells. Mais ces limites, elles sont explicables, et leurs origines seraient à trouver dans le contexte économique global, comme l'a raconté Noah Young. T'as une entreprise capitaliste qui va... Globalement, t'en as une qui va utiliser tous les moyens possibles et nécessaires pour être le plus productif possible, vendre le plus, etc., et écraser sa compétition. La coopérative qui va en général pas être sur ces logiques-là de productivisme et tout ça, va pas forcément adopter ces systèmes-là. Mais le risque, en faisant ça, c'est que du coup, elle meurt. Du coup, ça sert à rien. Du coup, des fois, elle doit en fait adopter le même genre de fonctionnement pour pouvoir être en compétition avec la première. Ce qui fait qu'en fait, c'est ce contexte global qui impose des réactions dans une structure qui se veut. En fait, on peut jamais, tant que le système est capitaliste dans son ensemble, on peut pas s'en détacher. Même si même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible. On est régi par ce truc-là. C'est qu'un changement global qui pourra permettre des nouvelles logiques de travail. Donc si tout n'est évidemment pas idyllique chez Motion Twin, c'est pourtant je crois dans ce genre de tentative que la sagesse du futur est à puiser. C'est dans les expériences qui cherchent à s'émanciper de notre système actuel que se trouvent les modèles de demain. On a essayé différents trucs sur toutes les années de Motion Twin. On a essayé de grossir, on est monté jusqu'à une vingtaine à peu près de personnes. On a eu différents modèles à base de ce qu'on appelait des cellules qui ont permis de subdiviser l'entreprise en sous-groupes. Qui étaient égalitaires entre eux, enfin un système un peu complexe. On a essayé pas mal de choses, et en fait au final on s'est rendu compte, surtout avec Dead Cells, que c'était la première fois qu'on était, la boîte était focalisée sur un seul projet, que tout le monde était vraiment bien au courant de tout ce qui se passait, et tout le monde arrivait à communiquer ça. En gros, tout le monde était entendu en fait. Et ça, je pense que c'est faisable de le faire plus gros. Ça demande une vraie structure, une vraie logique, quelque chose de complexe. À 10, en tout cas aujourd'hui on est à 8, mais on ne compte pas dépasser la dizaine. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenable sans trop d'efforts en tout cas. Et nous, ça nous plaît bien parce qu'on n'a pas envie de passer 3 plombes à discuter structure ou règles. Donc c'est le bon compromis entre la taille des projets sur lesquels on a de l'ambition de pouvoir, des jeux qu'on a envie de réaliser, et une taille d'équipe qui reste humaine, quoi. Tu vois, quelque chose on peut discuter, tout le monde se connaît bien. En rentrant sur Paris, je ne pouvais m'empêcher de penser que cette organisation en coopérative, ça avait quand même franchement de l'allure. Et certes, c'est compliqué d'imaginer la création d'un Assassin's Creed dans un modèle démocratique d'entreprise coopérative comme Motion Twin, c'est clair. Notamment parce que des milliers de personnes sur 3 continents différents ont dû bosser ensemble pour parvenir à sortir le jeu. Mais dans le même temps, je me demande, est-ce que c'est grave? A-t-on vraiment besoin de ces méga structures à la Ubisoft, de ces jeux à l'ampleur gigantesque? Ne pouvons-nous pas nous contenter de jeux plus humains, à hauteur d'hommes et de femmes? Ne pouvons-nous pas nous contenter de jeux vidéo fabriqués artisanalement par de petites équipes à la manière de Motion Twin? C'est une question compliquée et qui, je crois, mérite d'être posée. Peut-être qu'un futur où le monde de l'entreprise serait plus démocratique serait un monde sans Red Dead Redemption 3. Je n'en suis pas certain, mais ça me paraît possible. Et en même temps, je suis pas sûr que ce soit si grave. Dernièrement, c'est par exemple le jeu vidéo Minit, édité par Devolver, qui a fait parler de lui, notamment par la façon dont il a été produit. Jeu d'exploration-aventure franchement réussi, plein d'humour et avec un twist dans ses règles de jeu très rafraîchissant. Minit, il a été conçu par 4 personnes. Un petit studio, modeste, mais dont l'éthique de travail tranche par rapport au reste de l'industrie, comme l'écrit Jan Willem Nijman, un des 3 développeurs du jeu. Le truc le plus cool en ayant bossé sur ce jeu, en plus d'avoir été avec une super équipe, c'est qu'on avait une éthique de travail très saine. Nous n'avons pas fait de crunch. On a simplement pris notre temps pour tout faire. On se disait, on va juste faire ce très petit jeu et se sentir bien avec. Et en fait, ça a super bien marché. Beaucoup de nos projets précédents ont été très stressants. Certes très passionnants, mais je me suis aussi cramé quelquefois. Ces jeux, fabriqués sans crunch, à hauteur d'humain, sont de plus en plus valorisés dans une certaine sphère du développement de jeux indépendants. Jan Willem Nijman a notamment fait un thread sur Twitter répertoriant toute une liste de jeux fabriqués comme cela. Il y a donc une solidarité entre développeurs qui se met en place, par la syndicalisation, par la discussion, par la mise en commun d'idées. Mais dans tout ça, les joueurs et joueuses, ils ont aussi leur rôle à jouer. Et du coup, ouais, les joueurs ont clairement leur rôle à jouer. Alors je parlerai pas de boycott et de trucs comme ça, parce que sincèrement, le fameux voter avec son porte-monnaie, j'y crois pas. Je veux dire, la production se fera même... jamais ça n'arrivera. Il y aura pas assez de personnes qui vont être éduquées pour bloquer la production d'un jeu, et même c'est pas forcément intéressant. Par contre, relayer toute chose
surtout prendre la défense des employés. Et ça me rend toujours triste quand je vois les joueurs défendre les employeurs dans ces situations-là. C'est les employés qui font les jeux. Du coup, défendre l'employeur, ça sert strictement à rien. Et au final, on va perdre des gens talentueux dans certains cas. Ça viendra plus par des petits effets progressifs, des élans de solidarité dans un premier temps. La prise de conscience peut-être aussi. J'avais un ami qui est un ancien étudiant qui me partageait justement une anecdote sur un jeu qui s'appelle Warframe. Et donc dans ce jeu-là, je crois que c'était sur un article sur Kotaku, il m'expliquait, bah tu vois, ils ont parlé de ce sujet-là, et en l'occurrence ce sont les fans eux-mêmes qui avaient contacté via le forum les créatifs de la boîte, et de leur dire, écoutez, vous avez sorti votre mage hyper vite, allez-y mollo. J'allais dire, on marche sur la tête, mais c'est intéressant de voir que ce sont aussi les joueurs qui peuvent injecter, impulser ce principe de réalité, cette prise de conscience. Parce que, en disant ça, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire, ok, on continue de vous donner notre argent et notre confiance, ça va de pair, mais faites gaffe à vous. Si on le dit encore plus crûment, si vous mettez en burn-out en mode arrêt de travail pour des années, ou si vous allez vous flinguer parce que vous avez trop bossé, de manière même limite très égoïste, les jeux on les aura plus. Donc évidemment il faut le voir dans ce que ça a de positif, d'élan de solidarité, mais bien entendu c'est des petits éléments comme ça auxquels je crois plus, c'est des prises de conscience dans les écoles, c'est des discussions tant que faire se peut entre personnes, des élans de solidarité, etc. etc. Et d'ailleurs ça a été le cas, on avait partagé la cagnotte pour Eugène, on a eu récolté genre 10 000 €, un truc comme ça. Ce qui a été énorme et ce qui a vraiment aidé les employés à se remettre sur pied et savoir qu'ils allaient manger à la fin du mois et payer leur loyer et tout ça, ce qui est quand même plutôt pratique. Et du coup, juste ce genre de soutien financier, en parler autour de soi des problématiques. Encore une fois, c'est toute une base d'éducation, de communication et de soutenir les initiatives d'entraide. Si en tant qu'employé, je sais que j'ai genre 1000 joueurs qui vont être là, genre ouais on est d'accord, tu devrais être mieux payé, tu devrais faire moins d'heures et tout ça, est-ce qu'on aime bien ce qui est fait dans notre studio et on sait que c'est vous, tout de suite c'est un poids conséquent, tu vois, c'est justement ça serait même plus voter avec son portefeuille, c'est nous en tant qu'employés on fait regardez on a le soutien populaire quoi, donc si on a le soutien de nos clients, de ceux qui achètent les jeux, ça fait le taf. En fait, si on regarde bien, on se rend compte que les travailleurs et travailleuses, ils ont l'avantage du nombre dans tout ça. Ils ont bien plus d'intérêts en commun qu'ils ne s'en rendent compte. En s'unissant, ils et elles peuvent défendre ensemble leurs intérêts, face à ceux divergents des patrons. C'est comme cela qu'ils pourront créer une industrie plus humaine, plus à même d'engranger de l'expérience, de retenir les travailleurs et de préserver l'énergie créatrice de ces forces, de laisser de la place aux gens plus fragilisés par la société, histoire d'avoir une véritable diversité dans les profils de gens qui créent. Et tout ça, au final, ça ne peut que permettre d'aboutir à de meilleurs jeux, plus variés et originaux, faits avec cœur et solidarité. Les jeux vidéo, comme tout média créatif, bénéficient énormément d'avoir des équipes les plus diverses possibles. Parce que voilà, quand on brainstorm des idées, d'avoir des personnes qui ont eu des expériences très différentes, qui ont des opinions très différentes, ça rend la réflexion plus riche et ça crée un environnement de travail beaucoup plus créatif. Et du coup, c'est vraiment important. C'est inévitable que le contenu des jeux vont être plus pauvre, parce que c'est notre culture maintenant. On ne peut pas avoir presque 100% des gens dans notre société en train de consommer une culture qui a été produite par, je ne sais pas, une population qui représente 5%. Je pense que bosser dans le jeu vidéo, ça a changé quelque chose d'assez énorme. C'est que maintenant, quand je regarde le genre du grenier, quand je regarde les vidéos du genre du grenier que j'avais vu avant de bosser dans le jeu vidéo, en fait, quand il dit à quoi ils pensaient les développeurs quand ils ont fait ça, je pense qu'ils pensaient en fait, aux heures qu'ils vont pas avoir le droit d'utiliser ou qu'ils vont pas avoir les moyens de mettre en œuvre pour terminer. En fait. Et c'est assez éminent d'être dans les contraintes de production, d'avoir des gens qui ont des attentes, d'avoir les retours des joueurs qui font « Ouais, ce truc-là dans votre jeu, il est pourri !» Et là, t'es là « Mais oui, je sais, quand je l'ai fait il y a 6 mois, j'ai vu que c'était pourri, je voulais, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. »
Après, en France, on a la chance d'avoir le droit du travail et que les demandes minimum que peuvent faire les syndicats qui viennent se monter, etc. Et c'est ce que revendique aussi le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, c'est juste de respecter le droit du travail, qui, malheureusement, dans un certain nombre de studios, n'est pas du tout respecté. C'est un exemple comme un autre, mais il y a des studios de jeux vidéo, un en particulier, je ne vais pas forcément le nommer, qui mettaient ses employés en contrat d'auto-entrepreneur, alors qu'on leur demandait de venir au travail tous les jours, d'être comme des salariés, sauf qu'ils étaient en contrat d'auto-entrepreneur, ce qui est complètement illégal. Ce genre de choses, les heures supplémentaires non payées, évidemment, ce qui est tout aussi illégal, les élections de représentants du personnel qui ne sont pas faites, voilà, ce genre de choses, des trucs basiques, en fait, mais qui sont déjà dans le droit du travail français. Juste respecter ça, ou respecter la convention collective Syntec sous laquelle sont les salariés beaucoup de salariés de jeux vidéo. C'est ce que notamment demandaient les salariés de Gen System, qui ont fait grève du coup pendant presque un mois. Ils demandaient tout simplement que leur paye corresponde à la grille tarifaire de la convention collective. Ce qui n'est pas mirobolant quand on y pense, mais voilà, ce genre de choses-là, c'est déjà là où il peut y avoir des premiers progrès faits et assez rapidement. Puisque s'il y a une force collective qui se dit prête à l'action si jamais c'est pas respecté, déjà ça peut inciter à faire bouger les lignes, quoi. Il n'y a pas d'autre manière en fait, c'est la solidarité, c'est ça qui fait la différence. Et plus on a d'adhérents aussi, et plus on peut réagir proche en fait d'un problème. Si quelqu'un nous appelle, en fait, on peut aussi dire quelqu'un qui est complètement perdu, qui a des questions urgentes. Qui s'est fait convoquer, qui a reçu un coup de pression, qui sait vraiment pas quoi faire. Plus il y a de syndiqués en fait, et plus on a de chance de pouvoir dire dans ta boîte, il y a 2 mecs à qui tu peux parler, qui pourront t'aider et qui pourront faire le lien. Et puis même du soutien moral des fois, parce que des fois ça va pas, et puis on va boire une bière avec les collègues et tout ça, quoi. On va boire une bière, on fait des nuits au téléphone aussi. Ouais, des nuits au téléphone. Nous sommes un exemple d'une industrie jeune, une industrie nouvelle, une industrie de high-tech, une industrie du travail intellectuel. Mais on commence d'être syndiqué. Mais ça, c'est vraiment, je pense que ça montre que si nous, on peut syndiquer, pourquoi pas des autres industries? Je pense que s'il y a une leçon pour le monde dans l'époque vraiment dure dans laquelle on vit, c'est que même les jeunes dans l'industrie du jeu vidéo commencent à syndiquer. Qu'est-ce que ça se dit? C'est pas le Startup Nation de Macron. Oui, on va créer des startups et tout et ça va marcher. Mais non, en fait, les jeunes, on veut être payé, on veut bosser moins pour gagner plus, s'il vous plaît. Parce qu'on veut ce que nos parents avaient. On veut leur retraite. On veut des boulots sécures. On ne veut pas cette startup nation de merde. Je pense, ouais, c'est surtout ça en fait. C'est de rendre le travail humain. Faire en sorte qu'on puisse contrôler ses horaires. Ouais, c'est ça. C'est donner plus de pouvoir à l'employé en fait. Parce que les gens, ils veulent travailler, hein, je veux dire. Ils sont là par passion, justement, ce qu'on n'arrête pas de nous répéter. Du coup, laisse les gens avec la passion faire ce qu'ils savent faire. Parce qu'il y a des gens extrêmement talentueux dans le milieu, et je pense que plus tu leur laisses de liberté, et plus ils feront des trucs stylés, quoi. Voilà. Tous les gens qui veulent faire du jeu vidéo, déjà allez-y, parce que c'est quand même un super métier. Et de pas oublier que vous n'êtes pas seul, en fait. On est plein de collègues. Et du coup, ouais, il faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est des métiers en fait, qui ont de la valeur en fait, qui ont de valeur d'expérience, etc. Notre métier, on sait le faire, et du coup, on a droit au salaire qui va avec, parce que on fait un travail qui vaut quelque chose, c'est pas rien, quoi. Et je pense que beaucoup de collègues dans le jeu vidéo sont pas conscients de la valeur de leur travail, de leur expérience, etc. Et qui méritent mieux en fait, simplement, quoi. Justement, la passion, on nous le sert constamment. À la sauce, il y a des milliers de gens qui veulent faire comme vous, vous avez de la chance d'être là, mais il faut voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est passionné par notre métier, que du coup on est compétent, on est investi, etc., et que ça a une valeur en fait, et que cette valeur-là, ça peut aussi se payer, quoi. Ça veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi, au contraire en fait, il faudrait qu'on puisse dire, ouais, en fait, nous on fait bien notre travail, on s'y investit, plus que quelqu'un qui serait juste là pour un travail alimentaire. Donc ouais, pourquoi en fait ça aurait pas plus de valeur en fait?
l'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui une machine qui détruit bien trop souvent celles et ceux qui la font vivre. Par cette culture du surtravail, par la surprésence des hommes, elle fait fuir les travailleurs et travailleuses. Elle fait fuir les profils expérimentés et elle épuise ses forces. Sur le long terme, il est évident que ce système est nocif. Il est humainement assez peu soutenable. Du coup, si on veut que cette industrie soit capable de mûrir, de proposer des œuvres plus à même de faire date, il semble évident qu'elles doivent se réformer en profondeur. Pour y arriver, il faudra passer par les initiatives de solidarité qui fleurissent un peu partout, que ce soit le STJV, que ce soit des associations comme Women in Games ou le Rassemblement inclusif pour le jeu vidéo. C'est par ce genre de procédé, en prenant conscience des intérêts communs que partagent les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo entre eux, que les choses pourront changer. En construisant ce rapport de force entre salariés et patrons qui, après des décennies d'abus, est en train de reprendre de son importance. Si cette confrontation nécessaire se heurte encore parfois, trop souvent, à un libéralisme glorifiant le surtravail, c'est pourtant en passant par elle, en intensifiant cette confrontation, que des lendemains meilleurs pourront advenir. Parce que j'ai souvent entendu pendant mes interviews que les conditions de travail, ça dépendait des boîtes dans lesquelles tu bossais. Mais c'est justement ça le problème. On devrait être capable de créer un écosystème dans lequel les conditions de travail ne dépendent pas des boîtes ou des patrons, mais qu'elles soient bonnes partout. Bien sûr, il y a les personnalités, les individus, comment ils s'entendent entre eux à un niveau très personnel, cela rentre en compte, et certains sont très heureux chez des studios comme Quantic Dream par exemple. Mais ça n'est pas la question. La question, elle concerne les systèmes, les cadres dans lesquels ces personnalités évoluent. Des cadres qui, eux, doivent être pensés au mieux pour limiter les abus, pour égaliser les pouvoirs, pour permettre l'échange, la compréhension, pour rendre plus aisé le vivre ensemble. On ne peut pas réduire la question des conditions de travail à une expérience personnelle, au vécu d'individus qui se seraient mal insérés dans un environnement de travail particulier. Ce n'est pas une question d'individu, mais une question politique et de société. Surtout qu'avec une industrie plus saine, tout le monde en sortira gagnant. Les joueurs et joueuses qui auront de meilleurs jeux, plus variés, faits à hauteur d'humain, et les travailleurs et travailleuses qui pourront aller au travail avec plaisir et entrain. Noah Young, qui avait été victime de burn-out lors de ses débuts dans l'industrie, a aujourd'hui la chance d'avoir trouvé ça. Sinon, ouais, expérience cool aussi, là où je suis en ce moment, ça se passe super bien. CDI et tout. Projet intéressant, interaction avec la communauté, et ça, c'est, on va dire, c'est tout le côté ultra positif du jeu vidéo, c'est quand tu peux créer un jeu, voir, lire les retours des joueurs, du coup t'adapter, faire un truc qui leur plaît, qui te plaît en plus. Ça a pas de prix, tu vois. Ça, c'est cool. Bon, en fait, si ça a un prix, c'est le prix de mon travail, mais... mais sinon, non, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vraiment, c'est pour ça que je suis rentré dans le jeu vidéo, d'ailleurs. J'avais fait un truc quand j'avais 15 piges, un jeu Flash et tout, pour un jeu en ligne ou je sais plus quoi. Et il y a eu toute cette interaction. Je crée mon jeu Flash, j'étais trop mauvais, tu vois. Je faisais des trucs dégueulasses sur Flash, AS2 à l'époque. Genre des timers avec des objets cachés, ça n'avait aucun sens d'un point de vue code et tout ça. Mais tout le process, faire un petit truc, d'avoir des retours, de voir les réactions, ça c'est ce qui m'est resté. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai dit vas-y, je vais bosser dans le jeu vidéo. Et c'est cool de savoir, il y a des endroits où on retrouve ce feeling-là, quoi. L'idée avec cette vidéo, c'était de défendre la possibilité que ce feeling-là que décrit Noah, on devrait pouvoir le retrouver beaucoup plus souvent dans le monde du travail. Et c'est difficile de savoir si tout ça, ça adviendra dans les années qui viennent. Ce qu'on sait par contre, c'est comment se fabriquent les jeux vidéo aujourd'hui. Les abus et pratiques dominantes de l'industrie, maintenant vous les connaissez. Que vous soyez créateur ou joueur, j'espère que ce documentaire vous aura donné des clés de compréhension de la situation. Et peut-être, plus que tout encore, une volonté d'agir en collectif face à tout ça. Car si seule la tâche peut sembler insurmontable, à plusieurs solidaires, l'ampleur des réalisations possibles est immense. Et le jeu vidéo n'est pas isolé dans cette lutte. Je crois aujourd'hui fermement à l'existence du jeu vidéo dans son rapport au monde. Avec Game Spectrum, c'est ça que j'essaye de montrer, que le jeu vidéo est lié au monde actuel, et qu'il peut participer de la fabrication des luttes, de cette société qui bascule. Je crois sincèrement que le monde du jeu vidéo peut faire partie des changements à venir.